Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, épisode 43. Comment ça va, Adrien? Ça va très bien. Est-ce que toi, ça va mieux? Parce que la semaine dernière, t'étais complètement malade. Est-ce que tu t'es remis? Ça fait 8 jours que je suis malade et que je traîne la même chose, je n'en peux plus. Cette émission est Ça- sponsorisée, bien sûr, par la marque que je n'ai pas de mes pastilles pour la gorge. Voilà, on les remercie, bien entendu. Et qu'est-ce que c'est que Pop News? C'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Qu'est-ce qu'on y fait? On regarde les news, les brèves de la semaine, le point box-office, le gros sujet qu'on a décidé de dédier aux publicités qui envahissent littéralement toutes les plateformes de streaming récemment, puis le radar des sorties et les recos. Un petit rappel avant de commencer les hostilités, bien sûr. Suivez-nous partout où nous sommes présents, à savoir sur les différents réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast, sur Twitch, tous les lundis à 20h30 en direct, mais aussi sur notre page Ko-fi, où notre communauté rapprochée aime bien discuter de choses et d'autres. Ça discute sérieusement, ça balance des mèmes, voilà, c'est rigolo, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et enfin, Sur Internet? Sur Internet. sur Internet, quelque part, Internet, hashtag Internet, et puis notre page Ko-fi, que vous pouvez utiliser pour participer à l'émission directement via des questions à partir d'1 € par mois. C'est évidemment le moyen pour vous de donner un petit pourboire à cette émission, et ça nous fera très plaisir. Merci à ceux qui le font déjà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'était nickel. Encore une fois, mais t'es nickel, c'est tout, je te le dis. C'est Voilà, un professionnalisme sans pareil. professionnel. À croire qu'il faudrait que je sois malade toutes les semaines. Et alors, j'allais te le dire, ta voix va mieux quand même. La semaine dernière, t'avais une voix quand même bien d'outre-tombe. Oui. Là, ça va mieux quand même. Voilà. Oui. C'est Oui. vrai. Alors j'espère Mais- juste que pendant l'émission et l'enregistrement, je ne vais pas trop tousser. Et je m'en excuse au préalable. Éloignez-vous du poste à ce moment-là. Ouais, je vous conseille. Oui, C'est mieux. oui, bien sûr. Je vous préviendrai avec un X de Xbox, bien entendu, pour les gens qui nous regardent. Écoute, Adrien, je te propose de commencer directement avec les news. Je te lance directement dans les news avec une news très sympathique, puisque la semaine dernière a été dévoilé le premier trailer de Joker, Folie à 2. Et Joker Folie à 2, exactement, qui se dévoile enfin, pour de vrai, après des photos de tournage. Là, on a enfin la bande-annonce du film réalisé par Todd Phillips, qui sortira, je le rappelle, le 2 octobre 2024. On a une bande-annonce assez longue, qui en dévoile pas trop, mais qui met vachement en avant le couple formé par Joaquin Phoenix et Lady Gaga, à savoir Joker, Arthur Fleck et Harley Quinn. Harley Quinzel, et ça nous permet justement de voir Lady Gaga qui incarne Harley Quinn, qui est quand même un rôle majeur dans l'univers de Batman et du Joker. Elle va apporter quand même une dimension nouvelle au personnage du Joker, évidemment parce qu'il y a une histoire d'amour entre les deux. On voit que la transformation de Lady Gaga est assez subtile. Il y a des changements aussi au niveau du personnage et de son origin story, qui n'est pas la même. Je vous laisse regarder la bande-annonce pour le découvrir. Évidemment, tout ça, ça laisse présager une histoire d'amour sanglante et toxique entre les deux personnages, et ça permet aussi d'en apprendre un peu plus sur l'univers barré qu'on nous promet depuis des mois, notamment sur le côté musical. Il y a beaucoup de références, notamment au Parapluie de Cherbourg. Il y a des références à des grandes comédies musicales américaines, et on sait que ce sera un film semi-comédie musicale, et en tout cas c'est ce qu'annonce Warner Bros et Todd Phillips depuis un bout de temps. Donc il y aura de la musique, de la danse et une atmosphère un peu décalée, un peu fantasmatique, fantasmagorique, hein, est-ce que je peux me permettre, je le dis. Voilà, dans ce Joker Folie à 2, et je termine cette news en rappelant la date de sortie du film, le 2 octobre 2024, dans les cinémas près de chez vous. Voilà. Oui, et on n'oublie pas évidemment le shameless plug de la semaine. Adrien vous a préparé une analyse détaillée de ce trailer. C'est disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Dailymotion. N'hésitez pas à y aller et à découvrir un petit peu son œil critique et d'observateur sur tout ça. On va rester pas mal sur la thématique un peu gros blockbuster 2024 et 2025 dans cette émission, puisque s'est tenue la semaine dernière à Las Vegas la CinemaCon, la convention du cinéma qui est dédiée et surtout ciblée sur les exploitants de salles, pas les journalistes, pas le public, pas les influenceurs, mais les exploitants, histoire de que tous les gros studios présentent un petit peu leurs grosses sorties à venir. Alors c'est dédié sur 2024, il y a un petit peu de 2025, et donc il se trouve qu'un certain nombre d'observateurs du milieu et de journalistes étaient aussi présents. La plupart des conférences ont été données au Caesars Palace, dans la salle du Colisée,
Et vous verrez une référence qui est très à propos pour un certain film qui sort en octobre prochain. Tout ça pour dire que on a eu des informations qui sont sorties de la présentation Disney, notamment autour de Deadpool et Wolverine, donc Deadpool 3, le fameux, qui a été présenté par Kevin Feige et Sean Levi, son réalisateur. Il y a 9 minutes, entre guillemets, sans spoiler, qui ont été dévoilées à la CinemaCon. On y voit notamment, alors pour les gens qui veulent pas du tout entendre parler de tout ça, n'hésitez pas évidemment à skip un tout petit poil dans cette vidéo ou dans ce podcast, mais très honnêtement, il n'y a pas grave spoiler là-dedans, donc rassurez-vous. On y découvre Wade Wilson qui s'adapte à la vie normale et ne cherche pas vraiment à faire de vagues. Regardez un petit peu le début du trailer qui a été balancé au Super Bowl. C'est sa fête d'anniversaire ce jour-là, elle arrive, et il défie sa pote Al, vous savez, sa pote qui est aveugle, de ne plus prononcer le mot cocaïne. Et donc du coup, elle dit tu veux faire un bonhomme de neige ? Voilà, petite référence non plus à la Reine des Neiges. Voilà, c'est plutôt sympa. Et on apprend ensuite que Vanessa sort avec un autre homme. Donc le personnage de Morena Baccarin. Et puis, il y a une équipe du SWAT qui débarque à l'appartement pour l'emmener voir Monsieur Paradoxe, le personnage joué par Matthew McFadyen, qui veut le remettre au travail. Donc ça, c'est grosso modo ce qu'on avait vu en fait dans le. C'est l'intro en fait. C'est l'intro du film dans le trailer qui a été balancé au Super Bowl. Et donc ils ont vu ça, on va dire en version un peu extra large. Et il y a une autre séquence où Deadpool insulte Wolverine en lui disant qu'il est sorti de chez lui habillé comme un fan de l'équipe des LA Rams. Alors pour nous, ça ne veut pas dire grand chose. Mais je suis allé regarder, c'est des gens qui sont tout le temps en jaune et bleu. Donc bon, oui. Wolverine, ce qui rend furieux Wolverine, voilà. Voilà ce qu'ils ont vu dans les 9 minutes qui ont été présentées à la CinemaCon, et surtout, il y a une petite interview de Sean Levi qui a précisé chez Screen Rant que pour lui, c'est bien le 3e Deadpool, mais c'est pas Deadpool 3. C'est différent, c'est très Deadpool et Wolverine, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et le film n'essaie pas de copier les 2 premiers films, ils étaient géniaux, mais celui-ci, c'est une aventure pour 2 personnages et pas qu'un seul. Il explique que ce sera drôle, ça va être horrible, donc gnarly dans le sens où ça va être un peu difficile à regarder dans le sens où c'est R-rated, donc c'est interdit aux moins de 17 ans pour le premier film du MCU qui sera rated R, et lui il promet qu'il voulait créer une super expérience au cinéma pour le public, et que les premières projections tests sont extrêmement prometteuses, tout ça pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche avant la sortie, le 24 juillet prochain. Bah ça donne envie, ça donne très envie, déjà qu'on avait très envie de le voir, nous, de base, mais là, c'est cool, cette petite présentation, et on en reparlera aussi encore après, il y a d'autres présentations qui ont eu lieu, mais très sympa, j'aime beaucoup. Yes. News à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est un reboot de Heroes qui est en préparation. Oui, c'est une sorte de reboot parce qu'en fait il y avait déjà eu une suite à Heroes qui s'appelait Heroes Reborn. Donc la série créée par Tim Kring s'apprête en fait à connaître un nouveau show qui s'appellera Heroes Eclipsed. Désolé pour mon accent anglais, bon, je pense que ça va, Eclipsed. Donc Eclipse évidemment lié à l'éclipse qu'on voyait dans la saison 1 et dans le reste des saisons de Heroes. Il y en a eu 4 pour Heroes de l'original. Donc comme je l'ai dit, c'est une série écrite par Tim Kring. Cette nouvelle série, donc Eclipse, se déroulera plusieurs années après les événements de la série originale. De nouveaux Evo, donc des humains au pouvoir extraordinaire, verront le jour et découvriront des capacités qui vont bouleverser leur existence. Jusque-là, c'est exactement ce qui se passait dans la série d'origine. Et face à de nouveaux ennemis et à d'anciens vilains qui tentent de réprimer cette évolution humaine, ce nouveau groupe de héros devra sauver le monde. Évidemment, ça ressemble au synopsis de la série d'origine. Ça ressemble aussi au synopsis de la mini-série Heroes Reborn qui était sortie en 2015. Tout ça, c'était écrit par Tim Kring aussi. À l'époque, on avait retrouvé dans Heroes Reborn des acteurs de la série d'origine, à savoir Noah Bennett, joué par Jack Coleman. On avait aussi eu des acteurs comme Sendil Ramamurzi, Masioka et Greg Grunberg. On ne sait pas si eux reviendront dans cette nouvelle série Heroes, qui n'est pas un reboot. J'ai dit que c'était un reboot, mais en fait c'était une suite, c'est considéré comme une suite à Heroes Origin et Heroes Reborn, donc à voir ce qu'ils vont en faire. Moi je pense que c'est plus intelligent dans l'idée d'en faire un reboot plutôt qu'une suite, parce que je pense que la nouvelle génération ne connaît pas du tout Heroes, surtout que sur les plateformes
c'est très peu un succès en fait. Heroes, ça a jamais eu cette aura comme a pu avoir Friends, C'est pas The devenu Office. culte, ouais. Voilà, c'est pas devenu culte. Si, il y a des phrases cultes qui restent comme Save the Cheerleader, Save the World, etc. Mais on sait très bien que Heroes, après 2 saisons, ça s'est un peu effondré. Et donc voilà. Mais je suis dans l'idée plutôt curieux de voir ce qu'ils peuvent faire avec le genre super-héroïque. Même si, bon, depuis, il y a eu The Boys, il y a eu d'autres séries qui sont passées par là et qui ont un peu déconstruit. Peut-être un peu gentillet pour tout ça. Voilà, j'ai un peu l'impression. J'apprends d'ailleurs que Heroes n'est disponible sur aucune plateforme de streaming par abonnement. En France, En peut-être France, en pas. tout Aux cas. États-unis, Peacock, je pense, parce que c'est NBC. Oui, Comme c'était j'imagine. diffusé sur NBC, j'imagine qu'ils l'ont sur Peacock. Mais J'imagine. oui, voilà, à l'étranger, je pense que ça s'est pas super bien vendu non plus. Et puis, il n'y a pas de superstar, en fait, depuis. Ouais. Quand ils pensent, je réfléchis, mais j'ai pas de nom, à part Zachary Quinto, peut-être, Ouais. qui jouait Silas et qui, depuis, a joué Ouais. dans Star Trek. Mais bon, pareil, hein, Zachary Quinto, c'est pas une carrière exceptionnelle, quoi. C'est vrai. Je reviens avec la CinemaCon. Moi, je vais être Monsieur CinemaCon cette semaine, je vous préviens. On a eu des nouvelles de Captain America Brave New World, donc Captain America 4, puisqu'il a été présenté via un extrait au Caesars Palace, et on y voit notamment un extrait qui insiste sur le personnage de Harrison Ford. On nous révèle qu'il jouera le président des États-Unis. Le président des États-Unis qui veut que Sam Wilson, donc le nouveau Captain America, comme nous l'a révélé la série Falcon and Winter Soldier, il veut que Sam Wilson recrée les Avengers, et Wilson se demande un petit peu qu'est-ce qui se passera si lui et le président des États-Unis ne sont pas d'accord sur la gestion de l'équipe. Est-ce qu'il est sous les ordres du président des États-Unis ou pas? Ensuite, il y a une autre scène, plus on va dire d'action ou de déclenchement de l'intrigue. C'est le président qui s'adresse à une salle remplie de hauts gradés, et c'est à ce moment-là que quelques spectateurs deviennent un peu possédés et s'attaquent à la foule et au président, et celui-ci donne un coup de poing au militaire qui l'a attaqué, un petit peu à la Air Force One. Bon, pas beaucoup plus d'informations que ça a été dévoilé. On rappelle quand même que le film est réalisé par Julius Onah, scénarisé par Malcolm Spellman, qui a notamment produit Falcon et Winter Soldier, et la sortie est toujours prévue le 14 février 2025. Donc c'est pour ça qu'ils nous en présentent si peu de choses pour l'instant, mais a priori c'est un film sur lequel ils veulent vraiment parier, côté Marvel. Donc il y a eu Deadpool et il y a eu Captain America. Moi j'y crois pas une seule seconde à celui-là. J'y crois pas trop, mais j'ai envie de voir quand même. Ouais, je sais pas, il y a un truc, le Captain America. Alors, je suis content que ce soit Sam Wilson, c'est rigolo, le nouveau Captain America. Mais la série était pas folle déjà, Falcon and Winter Soldier. C'était pas ouf. Je sais pas, j'ai très peur de ce projet-là, et je sens que ça va faire un four, mais on verra. Mais en tout cas, il me chauffe pas, ça me chauffe pas du tout. Je saurais me déterminer mon niveau de hype par rapport au trailer, parce que pour l'instant, on n'en a rien vu de ce film. Mais si le trailer est raté, ça va être compliqué, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai très peur de ça aussi. On verra avec le trailer. Yes. C'est à toi de jouer, puisque tu vas nous parler des Tortues Ninja, mon cher. Exactement, Paramount Pictures qui prépare un nouveau film Tortue Ninja en prise de vue réelle, donc non pas un dessin animé, avec une approche beaucoup plus sombre et classée moins 18 ans. Donc très différente de la tonalité qu'on a habituellement, qu'on voit habituellement dans la franchise Tortue Ninja. Ce sera intitulé Les Tortues Ninja, le dernier Ronin. En fait, c'est tiré d'un comics, ça s'inspire d'une histoire en fait extrêmement populaire d'un comics récent des Tortues Ninja. C'est Tyler Burton Smith, le co-scénariste du prochain film d'action moins de 18 ans qui s'appelle Boy Kills World, et du volet de 2019 de Chucky qui se chargera d'écrire le scénario de ce Tortue Ninja, le dernier Ronin. C'est produit par Walter Hamada, je drop name un petit peu, Vas-y. Walter Hamada, par la société de production 18 Hertz, dans le cadre de son accord en fait avec le studio Paramount. Et pour la petite histoire, en fait, le film nous plonge dans un monde totalitaire, dans un New York où les Tortues Ninja et leur maître Splinter sont traqués et tués par le petit-fils de Shredder. Ce n'est plus Shredder, l'original, c'est vraiment le petit-fils de Shredder, et des ninjas synthétiques. Il y a un seul survivant déterminé à se venger dans cette histoire. Je ne vais pas spoiler parce que c'est très intéressant comme comics. Il est vraiment très bien, très sombre, très cool. Et dans cette histoire, en fait, il y aura beaucoup d'action, beaucoup de tension, et ce sera assez gore, comme je l'ai dit, moins de 18 ans. Donc on est très très chaud pour découvrir cette adaptation d'un Tortue Ninja.
qui revient un peu aux origines aussi, parce que les Tortues Ninja, faut rappeler que c'était à la base une parodie de Daredevil, une parodie sombre, où les tortues en fait n'étaient pas du tout des tortues cool, un peu rigolotes, comme on a pu avoir dans les dessins animés, mais des tortues beaucoup plus vénères et beaucoup plus violentes que ce qu'on peut voir dans le dessin animé des années 90, qui nous a bercé, toi et moi. Bien sûr, Tortue Ninja, Tortue Ninja. Exactement. Donc voilà pour ce Tortue Ninja qu'on a hâte de découvrir. On n'a pas de date de sortie précise pour l'instant, mais c'est le deuxième projet assez proche des Tortues Ninja après le Mutant Mayhem, je sais plus comment il s'appelait en français, qui était sorti, le dessin animé l'année dernière. C'était une suite celui-là de Teenage Years? Non, c'était un nouveau, c'était Teenage Years, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que nous, on a l'habitude en français de traduire des titres anglais avec d'autres titres anglais, donc je crois que ça s'appelle Teenage Years, ce qui est nul. Il est disponible sur Canal d'ailleurs, il faut que je le mate. Ouais, qui est ok, mais parce qu'inspiré de ce qu'a fait Spider-Man. Oui, je me souviens que tu nous avais parlé en reco. Into the Spider-Verse, pardon. Ouais, j'en avais parlé en reco, j'avais trouvé ça ok, mais sans plus, quoi. Voilà. Très bien, et donc ça, c'est donc du live action, hein, et c'est pas de l'animé. Ce serait une vraie tortue géante, en fait. Ils vont caster une tortue. Une vraie tortue. Une vraie tortue. Bon, le casting est ouvert à l'heure actuelle. Ils cherchent vraiment une tortue géante, sanguinaire. Mais surtout jacked as fuck. Quoi. Ouais, jack de ouf, mais vraiment qui va à la muscu tout le temps. C'est en fait un peu l'équivalent de The Rock, mais en tortue. Exactement, et The Turtle, et en fait, justement, qui maîtrise le katana en plus, les shurikens, enfin bref, tout un bordel. Je vous laisse, si vous connaissez des gens, voilà, passez le casting. Non mais on a hâte de voir ça, parce qu'en prise de vue réelle, je sais pas comment ils vont se démerder, parce qu'évidemment, ce sera du CGI et des effets spéciaux, mais à voir. Ça peut être rigolo. Et donc là, on reste chez Paramount, hein, puisque les Tortues Ninja, c'est Paramount, avec Gladiator 2. Gladiator 2 qui s'est présenté évidemment au Caesars Palace dans cette fameuse salle qui s'appelle le Colisée durant la CinemaCon. Et donc il y a un trailer qui a été diffusé pour les exploitants de salles, qui a été évidemment très bien reçu, puisque a priori il y a tout ce qu'il faut pour que les exploitants de salles américains soient ravis. Dedans on y retrouve Paul Mescal qui entre dans l'arène en tant que noble qui renonce à ses privilèges et se retrouve dans une lutte entre la vie et la mort pour le simple amusement du peuple romain. Bon, ça on connaît évidemment. Et dans le teaser, qu'est-ce qu'on voit? On voit Mescal qui fait face à une charge de rhinocéros, oui, à une horde de babouins, ça on était au courant. Mais aussi à Pedro Pascal qui a priori sera un des gladiateurs à l'intérieur de l'arène. On voit aussi un bombardement naval, des intrigues politiques en veux-tu en voilà, 2 empereurs qui semblent encore plus dingues que dans le premier film, et un Denzel Washington qui a l'air d'incarner un homme qui cherche à manipuler tout ce petit monde. C'est lui qui dit dans le trailer « Rome doit tomber, il faut juste que je la pousse ». Voilà tout ce que ce trailer, qui va très certainement pas trop tarder à être balancé sur les internets, nous révèle. Ça donne assez envie quand on lit ça. C'est réalisé évidemment par Ridley Scott, qui promet que ce sera possiblement encore plus extraordinaire que le premier. Alors ça, je veux voir sur pièce. Monsieur Scott, excusez-moi. Ouais, mais Pedro Pascal et Paul Mescal face à face, déjà. Moi, je suis chaud. Sur le papier, moi, j'y vais. Hein. Moi, je suis chaud. C'est parti. Ridley Scott, il est en dents de scie dans sa filmo, mais quand il fait des trucs cool, il fait des trucs cool. Moi, je veux bien croire que ce film sera un des divertissements de 2024. Oui, Est-ce que ce sera aussi bien que le premier? J'en sais rien, je m'en fiche. Mais si c'est déjà un divertissement cool, ça sera déjà pas trop. T'as un gros trio d'acteurs quand même là. De fou. Alors du coup sur le casting, il y a Paul Mescal dans le rôle de Lucius, il y a Connie Nielsen qui revient dans le rôle de Lucilla, donc sa mère, il y a Denzel Washington, Pedro Pascal, Fred Etchinger, donc, que vous connaissez pour The White Lotus, et Joseph Quinn, que vous connaissez pour Stranger Things, qui tous les deux jouent ce fameux duo d'empereurs. Et bientôt la torche humaine dans bien sûr. Cas Fantastique. Ouais, le parcours de ce gamin est assez incroyable. Je dis gamin, mais je suis sûr qu'il a le même notre âge, je pense. Et la sortie du film est prévue le 22 novembre 2024, et très honnêtement, je pense que j'y serai. Pareil. Je suis très curieux, et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était une Arlésienne Gladiator 2, et là ça a pris forme, ça a l'air très cool, et sur le papier c'est... Ouais, ça vend un peu du rêve, quoi, donc allons-y. J'ai envie de dire pourquoi pas. Exactement. C'est l'heure de passer aux brèves. Je vais vous faire vite fait les brèves de la semaine, dont on va pas non plus parler des heures. Le tournage du film live-action Minecraft est désormais terminé, toujours prévu
en salle le 4 avril 2025 aux États-Unis. Vice Versa 2 a été projeté en version 35 minutes à la CinemaCon. On y voit notamment, et c'est ce que Deadline nous explique, que un des nouveaux personnages qui s'appelle Anxiety, donc l'angoisse, l'anxiété, qui est joué du coup par Maya Hawke, qu'on connaît pour Stranger Things notamment. Elle est un petit peu le personnage qui va steal the show, dans le sens où elle est un petit peu le personnage que tout le monde va apprécier, découvrir dans ce film, et a priori de ce qu'on voit dans ces 35 premières minutes, c'est que c'est elle qui envahit un petit peu le cerveau de Riley, et va essayer de se battre avec les émotions qu'on avait vues dans le premier film, pour récupérer un petit peu le contrôle de ce cerveau et de ses émotions. Sur les brèves, je continue avec... Ah, je l'ai pas noté. Je vais mettre comme ça. Monarch a été renouvelé pour une saison 2, et il y aura même d'autres séries du Monsterverse sur Apple TV+. Glenn Powell sera la star de Running Man d'Edgar Wright. La saison 2 de Peacemaker a commencé son tournage, on l'a vu avec une petite photo de James Gunn. Damien Chazelle, dont on avait quelques doutes sur le futur de sa carrière après l'échec de Babylone, va bien réaliser un prochain film, on n'en doutait pas, hein, mais qui va se passer dans une prison. On ne sait pas exactement quel en sera le sujet. Ça sera avec Paramount qui fera ça. Un reboot de Scary Movie est en préparation également. Et je voulais vous montrer aussi Justin Lin, qui travaille énormément en ce moment. Il a un projet indé, il a un projet de thriller qui s'appelle Stake Horse, et il a surtout, sur le feu, une adaptation pour Sony de One Punch Man. One Punch Man, le manga, l'animé, qui sont évidemment très appréciés. Et ça, a priori, le scénario est en train d'être réécrit par Dan Harmon lui-même et Heather Ann Campbell. Donc ça, c'est pour One Punch Man. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner pour le coup. Ouais, pareil. Même si en live action, je pense que ça va être compliqué. Et dernière brève que je voulais vous noter cette semaine, Blumhouse et Lionsgate sont fiers de continuer un petit peu leur partenariat et de lancer un remake du Blair Witch Project, qui sera le premier film que Blumhouse va réimaginer pour Lionsgate. A priori, il y en aura d'autres, c'est pas encore lesquels, mais voilà, Jason Blum est très heureux de pouvoir travailler sur un de ces films d'horreur, on va dire, séminaux des années 90-2000, et donc voilà pour les brèves de cette semaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Adrien, c'est à toi de parler pendant que moi je vais reposer un petit peu ma voix. C'est ton point box-office. Fais donc. Et je commence ce point box-office avec Godzilla X Kong, le nouveau... je ne sais plus, j'ai perdu le sous-titre de ce... Le Nouvel Empire. Film, le Nouvel Empire, merci beaucoup, qui continue son bonhomme de chemin et qui fait déjà 436 millions de dollars d'or set dans le monde, avec 157 millions de dollars aux États-Unis, et la prévision finale pour le film, ce serait 575 millions de dollars. Donc c'est énorme pour une franchise du Monsterverse qui normalement performe pas autant que ça, donc c'est une très belle surprise. En France, pareil, il est sorti la semaine dernière et il cartonne, il fait déjà 442 000 entrées, donc c'est pas mal du tout. Je poursuis avec Kung Fu Panda 4, qui lui dans le monde fait 452 millions de dollars d'or set. Aux États-Unis, il fait 173 millions de dollars d'or set. Pareil, quasiment touche-touche avec Godzilla X Kong. Et au niveau de la prévision finale, on est pareil sur 575 millions de dollars d'or set pour Kung Fu Panda 4. Je continue avec SOS Fantôme, la menace de glace, qui est sorti mercredi dernier en France. Pour son total premier jour en France, il a fait 38 168 000 entrées sur 670 copies. Et avec le cumul des avant-premières, on arrive à 80 000. On est à 79 992 entrées, donc 80 000 entrées en France. C'est pas mal du tout. Et dans le monde entier, on est déjà à 160 millions de dollars de recettes pour le film de Fantôme, porté par la même équipe que le film précédent, à savoir Afterlife, à savoir Paul Rudd, Carrie Coon et Finn Wolfhard,
qu'on voit dans Stranger Things. Pour la suite, il y a Civil War qui sort ce mercredi en France, mais qui est déjà sorti aux États-Unis, qui fait un excellent démarrage aux États-Unis justement, avec 25,7 millions de dollars récoltés sur le territoire américain pour son premier week-end. C'est la meilleure perf pour le studio A24 pour un démarrage de film. C'est la première fois en fait qu'ils font autant sur un premier week-end, donc ça annonce du très bon pour le film d'Alex Garland porté par Kristen Dunst et Wagner Moura, qui me donne très envie. Ouais. Je pense que la semaine prochaine je vais essayer d'aller le voir et peut-être en faire une reco dans l'émission de lundi prochain, parce que ça a l'air très très bien. En tout cas les échos sont très bons, même de la presse française qui a pu le voir en avant-première lors d'une séance. Et je poursuis avec Nous les Leroy, on reste en France aussi, avec un premier jour pas trop mal, avec 28 756 000 entrées et un cumul d'avant-première qui l'amène à 46 304 entrées. Donc le film de Florent Bernard qui performe plutôt pas mal face à SOS Fantôme. À voir si ça dure dans le temps. J'en fais pas une reco, je l'ai vu le film, je peux vous en dire 2 mots maintenant. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire une reco? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un film plutôt honnête, plutôt ok, avec des belles idées de réalisation, un duo plutôt très solide de Charlotte Gainsbourg et de José Garcia, mais qui n'est pas une grosse comédie. C'est vraiment en fait un mix de drame et de comédie. Il y a des moments, je trouve, de flottement, des moments peut-être parfois trop long, trop vulgaire pour être vulgaire aussi, donc ça casse un peu le rythme. Mais en fait c'est un peu un film bancal, je trouve, mais qui a des beaux moments, qui a un beau message, qui est assez rare en fait dans le cinéma français aussi, parce que c'est un film sur un divorce et comment on gère tout ça. Donc c'est plutôt ok, mais c'est pas renversant. Et je termine ce point box-office avec Dune 2, qui lui fait déjà 683 millions de dollars de recettes dans le monde, avec 272 millions de dollars de recettes aux USA. Et pour rappel, Dune 1, lui, avait fait 402 millions de dollars de recettes. Donc il est battu à plat de couture par la partie 2. Et en France, on est déjà à 3 864 000 entrées, ce qui est pas mal du tout. Il y a moyen qu'il atteigne les 4 millions d'entrées d'ici la fin de sa carrière au cinéma. C'est voilà beau. pour mon point box-office. Magnifique, merci Adrien pour ce point box-office. De rien. C'est l'heure du gros sujet. Et alors, une vignette qu'Adrien nous a préparée cette semaine, qui est absolument magnifique, que je vous invite évidemment à regarder. On voulait parler des publicités qui sont en train, ou qui ont envahi désormais l'intégralité des grosses plateformes de streaming par abonnement. Donc, le premier, c'est évidemment Netflix. Ensuite, il y a eu Disney+. Maintenant, c'est Prime Video. Donc, on en a parlé beaucoup dans le Discord cette semaine. Et ça nous a un petit peu donné l'idée de discuter de ça. Parce que on voulait faire un petit peu un état des lieux. Déjà, pourquoi on en est arrivé là? Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant sur l'état du streaming désormais? Et qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Parce qu'à mon avis, c'est pas terminé. Et donc, voilà un petit peu le sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui. Déjà, premier constat, c'est que ça n'a pas empêché les plateformes de continuer à gagner des abonnés. Ça, c'est un des trucs qu'on a noté sur Netflix l'an dernier, quand ils ont branché leur offre de pub moins chère, évidemment. Leur offre de pub, mais leur offre moins chère avec des pubs, puisqu'on le rappelle, on est quand même abonné à Netflix et on se tape des pubs. Ça, c'est le grand concept, c'est la nouveauté des plateformes de streaming, c'est que à une époque, on regardait la télévision gratuitement, entre guillemets, et on se tapait des pubs et on se disait, bon, c'est bien normal, faut bien leur donner un petit peu d'espace de cerveau disponible pour qu'ils fassent leur beurre. Bon, là, c'est non seulement on les paye, mais en plus, ils nous passent des pubs. Donc on est vraiment dans le capitalisme total. C'est du capitalisme total. Comment est-ce que ça s'articule? C'est-à-dire qu'en gros, les pubs sont mises avant vos contenus, entre les contenus, mais pas à l'intérieur des contenus, comme c'est le cas à l'heure actuelle sur la publicité, on va dire, de la télé linéaire habituelle. Là, c'est vraiment avant, après, et si les inventaires sont mis en place. On nous a beaucoup dit, quand Netflix a balancé son offre pubée, que les pubs étaient relativement correctes, il n'y en avait pas tout le temps. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus tard.
Non, non, bien sûr. Non, mais tu as bien résumé la problématique. Évidemment, on a signé un contrat avec Netflix et avec Prime et Disney+. On sait que si on paye plus cher, on aura un contenu sans pub, un contenu peut-être 4K, on aura un contenu voilà, plus intéressant, moins dérangeant, notamment au niveau des pubs. Moi, là, en fait, ce qui m'a vraiment fait vriller le week-end dernier, c'est quand j'ai voulu regarder Fallout et que de nulle part, Prime Video me dit ok, je te prends en otage et maintenant en fait il va falloir que tu payes 2 € de plus par mois si tu ne veux pas avoir de pub pour regarder ta série et les autres séries et les autres programmes d'Amazon Prime. C'est arrivé comme ça de nulle part quoi. Et donc moi je me dis ils nous bon, avaient attends. prévenu, hein, ça faisait un moment déjà qu'ils nous avaient prévenu. Ouais, mais c'est vrai que le truc est un peu choquant, quoi. Bizarrement, ça arrive au moment où Fallout sort, tu vois, genre comme exactement. Par hasard. Et donc, tu commences à regarder ta série, tu fais bon, allez, à limite, je me mange 30 secondes de pub avant et puis let's go, quoi. Et après, tu te manges en fait, au bout de 15 minutes, tu te remanges 30 secondes de pub. Et puis après, au bout de 15-20 minutes, tu te remanges encore 30 secondes de pub, quoi. Et là, tu fais ah. Et puis là, c'est pas de la pub, à limite. Amazon le fait depuis le début, c'est de mettre des recommandations d'autres programmes. J'appelle pas ça de la pub, c'est de la reco, tu vois, de leur propre truc. C'est de l'autopromo. C'est de l'autopromo, tu peux zapper tout de suite en plus. Là, c'est tu te manges du L'Oréal, tu te manges des trucs comme ça, tu fais ah ouais, en fait, je suis retourné à la télé. Voilà, bien sûr. Donc, à ce moment-là, il y a un choix que certains de nos auditeurs et viewers en fait ont fait, c'est de payer 2 € parce qu'ils veulent pas être dérangés et c'est 2 € de plus dans l'abonnement. 2 € plus 2 €, ça commence à faire en fait. Et c'est ça le truc, je veux pas être pingre et je veux pas dire le truc, quoi, mais c'est vrai qu'on s'en plaint depuis des mois en disant qu'on paye énormément de plateformes, parfois pour un contenu qui disparaît du jour au lendemain, parfois pour un contenu qui n'est pas si quali, etc., etc. Et là tu te dis, Amazon, avec tout le fric qu'ils ont, ils peuvent pas, tu vois, déjà faire ça plus classe, dans le sens où Netflix fait exactement la même chose dans l'idée. Hein. Ouais. Ils te proposent un abonnement avec pub, mais ils te disent que c'est l'abonnement standard, tu vois. Oui. Donc tu te mets moins dans la tête que t'es pris en otage et que tu vas devoir payer, quoi. Je sais pas. Donc je trouve que la si justification... je comprends bien, la nouveauté implémentée par Amazon, et tu me l'apprends, c'est qu'il y a des pubs à l'intérieur du contenu. Bien sûr, oui. Imagine ça comme un programme de télévision que tu regardes sur TF1, il est 21h et jusqu'à 22h, tu vas te manger 2 pubs en fait. Voilà, c'est exactement ça. Ok, donc là en fait, il y a eu un step-up. Ah oui, alors ok, je t'avais mal dit ou mal préparé le conducteur, mais non, mais oui, il y a un step-up. En fait, il faut savoir que moi, j'ai évidemment, quand le petit pop-up est arrivé sur ma page, quand je me suis branché sur Amazon pour aller voir Stargate, une nuit d'insomnie où je ne pouvais pas dormir, je me suis dit, vas-y, je vais regarder Stargate, et j'ai dit non, évidemment, je veux pas payer 2 € de plus. Et en fait, j'ai pas eu de pub. Pourquoi ? Parce que j'étais sur Prime Video, mais via mon navigateur qui est adbloqué. Ah. Et donc du coup, j'ai pas eu de pub. Donc j'ai pas pu tester l'implémentation des pubs. En revanche, tous les gens qui sont sur application, sur télé, sur smartphone, sur tablette, sur application télé. Ouais, bah oui, voilà. Bien sûr. Et donc impossible de contrer le truc, quoi. Et après, je vais me faire mais j'ai bien aimé le fait au tout début, hein, pendant 2 épisodes, après ça m'a saoulé, mais au début je fais ça rappelle un peu la télé, quoi. Genre j'avais oublié la télé, mais ça me manquait d'avoir des pubs pour shampoing, mais non, c'est pas ça, mais il y a un côté un peu, c'est marrant en fait que les plateformes, et on en parlait en off, et c'est la vraie discussion, elle est autour de ça en fait, de la plateforme a disrupté la télévision et en fait elle revient aujourd'hui en force avec les mêmes codes que la télévision, parce qu'en fait les annonceurs n'ont pas trouvé autre chose pour se faire du blé, et ça restera toujours la pub. Et une pub sur un média comme ça, sur une plateforme comme ça, bah évidemment c'est très efficace, quoi. Ça marche aussi pour des sites web, on le voit beaucoup, hein. Il y a beaucoup de sites web très connus, notamment Webedia qui fait ça, hein. Si vous voulez avoir moins de pubs, payez 2 € par mois. Voilà, c'est à l'entrée du site que ça vous dit ça, sur Allociné, sur jeuxvideo.com, etc. C'est des choses, moi tout de suite je dis non, mais sur internet et sur plateforme, sur desktop, sur mobile, tu peux mieux contrer tout ça. Mieux contrer dans le sens, c'est pas très bien, hein, mais des fois il y a des adblockers, il y a des choses qui permettent de contrer tout ça. Ne le faites pas, c'est pas bien. Le faites pas pour les gens que vous soutenez, quoi. Voilà, le faites pas pour nous, quoi. Mais au-delà de ça, c'est vrai que maintenant sur les trucs natifs, sur télé, sur console, parce que moi je regarde ça aussi sur ma Xbox, en fait, qui est un super
système entertainment, tu vois, où tu peux avoir plein de trucs, et ben je peux pas en fait faire autrement que soit payer, soit ne pas payer, quoi, et voir les pubs. Mais, D'accord, ouais, non, alors ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, sur l'implémentation des services de SVOD, de streaming par abonnement, il y a eu la grande razzia, c'est quand ils se sont tous lancés et qu'ils étaient tous pas chers. Ouais. Donc là, tout le monde a adopté tout d'un coup et s'est dit ah c'est chouette, ah, tu te rends compte j'ai ça 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 et ça et au total c'est bon, c'est 30 € par mois, mais bon je peux regarder tout ce que je veux en même temps, c'est super chouette. Et puis il y a 2 ans qui sont passés, et puis 3 ans, puis au bout d'un moment en fait bon Netflix a augmenté ses prix une année, la deuxième année, la troisième année, et puis après c'est Disney+, et puis après c'est Prime Video, et puis après c'est tout machin. Bon, et derrière ils se sont dit ok, là on va avoir du mal à augmenter à nouveau nos prix l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on va peut-être mettre une offre pubée, parce que du coup, certes, on va leur dire que c'est moins cher, c'est même pas moins cher, pour certaines, c'est le prix d'avant, parce que sur Prime Video c'est ça, hein. Ouais, c'est le prix d'avant, on te dit on te le maintient, mais maintenant tu auras des pubs. Oui. Bon. En fait, le truc, c'est que tu vois, Netflix, je trouve ça plus fair et plus juste, dans le sens... ça reste du marketing, hein, dans l'idée, ils font exactement la même chose, ils te font payer plus cher. Mais je trouve que Netflix te dit, si tu as le forfait standard, tu as des pubs, donc tu payes moins cher, c'est réglo, je trouve, dans l'idée. C'est-à-dire que c'est un handicap, donc tu vas payer moins cher. Après, si tu payes un tout petit peu plus cher, tu as peut-être 2 écrans et de la 4K, je dis n'importe quoi, tu vois. Et un multi-compte, tu vois, tu peux avoir 2... Ah, tu fais bah ouais, en fait, je trouve ça plus cool. Certes, c'est exactement la même chose dans l'idée. On le sait qu'ils nous la mettent dans tous les cas, mais c'est mieux amené, je trouve. Bien sûr. Que Prime Video te dit, mais non, en fait, mec, non, c'est dead. Genre, tu vas vraiment te manger toutes les merdes qu'on a en stock à écouler et c'est fini, quoi. Bah oui. Là, et ils pourraient très bien mettre 3 balles, 4 balles, en fait. Bien sûr. Je trouve que 2 €, limite, c'est surprenant de leur part, quoi. Et oui, non, mais c'est comme ça. Tu adoptes le truc, et puis dans 2 ans, ça sera 2 € plus cher. 2 € de plus, donc ce sera 4 balles. Mais non, c'est histoire de te faire... Hop, tu te dis, ok, bon, c'est que 2 € par mois. Bah, j'ai pas envie de craquer. Je vais craquer un jour, c'est sûr. Bien sûr. Mais je vais pas craquer tout de suite, genre... on est là, les camarades, faut dire quoi. T'es un vrai révolutionnaire de 2024, toi. Moi, c'est No Passaran. Mais non, mais en fait, le truc, c'est ça. Et là-dessus, je trouve que Prime Video fait le choix de YouTube Premium. À l'époque où YouTube Premium s'est lancé, YouTube, comme par hasard, s'est mis à balancer beaucoup plus de publicité et vous dire, oui, mais si vous voulez pas de pub, payez YouTube Premium. Et ben là, c'est la même chose que fait Prime Video. Parce que non seulement il y a des pubs, mais on pourrait dire, oui, mais il y en a pas tant que ça, des pubs. Non, là, c'est vraiment, il y a des pubs, quoi. Et donc, du coup, bah ouais, et t'as qu'une envie, c'est de les payer. Bien sûr. Tes trucs tes 2 € de plus pour pas aller voir ces pubs. Donc oui, on est d'accord que en termes de communication, c'est pas du tout la même chose qui a été faite à la fois par Netflix et par Prime Video, même si le résultat est le même. Hein. L'objectif, c'est évidemment de booster ce qu'on appelle le revenu par utilisateur, qui est la notion clé en fait pour chaque plateforme de streaming. L'objectif, c'est évidemment non seulement que vous payiez et que vous reveniez payer votre abonnement, mais qu'en plus, vous génériez plus d'argent désormais. Et c'est exactement ce que fait Prime Video en vous proposant de payer 2 € par mois désormais. Ou alors de rester pareil, mais de générer de l'argent en regardant des publicités. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu ça passer rapidement, et donc je vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai pas toutes les sources, et voilà, mais j'ai cru voir passer une news sur TikTok Lite, un abonnement qui te permettrait en fait de gagner de l'argent en bon cadeau en regardant énormément de pubs en fait sur TikTok. Oh là là. Donc en fait c'est ça, en fait le but c'est ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment de garder l'utilisateur captif, même pas actif en fait, c'est captif de la plateforme pour que ça fonctionne, quoi. Et là c'est ça, en fait c'est mange ma pub, mange ma pub, mange ma pub. En fait il y a un truc aussi avec Amazon Prime, et c'est là où ils sont très forts, et c'est comme ça qu'ils m'ont eu aussi et qu'ils ont eu des millions de personnes, c'est grâce à Prime. En fait, le côté Prime tu as la livraison gratuite, enfin, gratuite, entre guillemets, et après ils disent, eh bien, il y a Prime Video et tout, et tu fais, ouais, Prime Video, au début c'est pas ouf, puis après ils commencent à avoir des bons contenus, ils commencent à avoir The Boys, Invincible, ils commencent à avoir des super séries, quoi.
Et c'est eux qu'on passe Warner, donc t'es obligé de passer par eux si tu veux avoir des séries HBO, pour l'instant. Parce qu'après, Max va se lancer en France, mais pour l'instant. Tu vois, tout ça fait que, en fait, ils m'ont eu, et donc j'ai pas trop le choix, en fait, aujourd'hui, si dans la légalité, je veux regarder mes séries qui sont quasiment les meilleures séries quand ils pensent, les séries HBO et les séries, tu vois, Prime du moment, il y en a des très très bonnes. Ouais, c'est compliqué, quoi. Donc ils sont malins. Ils sont malins, mais je trouve que c'est un sale coup, en fait, fait aux utilisateurs. Et je pense qu'ils, j'ai pas trop regardé sur Twitter, mais je pense qu'ils ont dû se prendre une shitstorm quand même suite à ça. Mais après, si je me mets dans le costume du marketeur, évidemment que c'était maintenant, avec la sortie de Fallout, qui est un succès public et critique, qu'il fallait lancer cette merde. Et ils ont eu tout à fait raison, quoi. Mais bon, voilà. Non mais je peux te garantir, que quand on aura les chiffres d'abonnement de Prime Video post implémentation des pubs, que ce sera pareil que Netflix l'an dernier, c'est qu'ils n'auront pas perdu d'abonnés. Non, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, et après, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On peut pas faire grand-chose, en fait. Enfin, t'as juste à accepter et dire, ou à trouver une offre un peu plus en adéquation avec ce que tu veux, et puis faire des choix. C'est vrai que là, par exemple, Canal, moi, je recommande vachement l'offre de Canal en ce moment à tous ceux que je connais, parce que c'est 30 balles, en fait, avec une pléthore de plateformes, Netflix, Disney, Apple, OCS, Paramount, etc., tout ça pour 30 balles. Oui, attention à la douille quand ils augmentent le tarif, par contre. Oui, alors tu peux choisir aussi, faut faire des choix d'options. Mais c'est quand même super. Bien sûr. Mais t'es obligé de fouiner, de chercher ce qu'il te faut vraiment, quoi. Et donc pour poursuivre cette discussion, c'est vrai que tu nous en as parlé tout à l'heure en préambule, il y a un vrai sentiment que maintenant, ce qui différenciait Netflix à l'époque du marché de la télé, on va dire, traditionnelle, c'était que il y avait le côté un peu production prestigieuse, il y avait le côté catalogue de trucs à regarder, il y avait des choses à manger, et un des gros trucs contre la télé que Netflix avait, et donc ses concurrents plus tard, c'est qu'il n'y avait pas de pub. Et désormais, en fait, on se rend compte que si tu fais un état des lieux des plateformes de streaming de nos jours, si tu regardes les options standards, c'est quoi si c'est pas la télé, en fait? Grave. C'est complètement la télé, c'est redevenu la télé. Après, je t'en parlais aussi en off de ce truc-là, mais que Twitch et certains créateurs de contenu commencent aussi à amener des contenus de télé sur Internet, quoi. Et donc, ces plateformes-là, elles sont friandes de ça, quoi. Évidemment que elles n'ont pas trop le choix, parce que la télé reste, je pense, en fait, indépassable en termes de système, tu vois, pour monétiser. Et même si les gens sont partis sur les plateformes, ça reste, pour moi, la télévision, un objet et un médium qui est beaucoup trop fort pour être totalement dépassé, et qui a tout créé, en fait. Qui a tout créé, et pour l'instant, on n'a pas réussi à dépasser ce schéma-là, quoi. Et ils auraient tort de pas le faire. Et la nouvelle génération s'en rend moins compte. Parce qu'en fait, la génération qui débarque, elle n'a pas trop regardé la télé, elle arrive sur des plateformes, elle, on lui dit qu'il y a un peu de pub, elle fait, bah oui, ok, c'est un peu de pub, et puis en fait, ça va redevenir la télé, mais elle s'en rendra pas trop compte, quoi. Comme quand tu lances TikTok il y a des années, ou Instagram, au début, t'as pas de pub, et puis après, t'en as de plus en plus, et tu t'en rends pas compte, c'est tout. Et c'est exactement ce que t'as dit tout à l'heure, c'est 2 €, plus 2 €, plus 2 €, ça viendra au fur et à mesure, et ça s'accumulera, quoi. Mais exactement. Jusqu'au point de rupture. Mais pour l'instant, ce point de rupture, les plateformes sont en train de le tester et ne l'ont pas encore trouvé. Ouais, je sais même pas s'il y aura un point de rupture. Non, mais pour l'instant, il y en a pas. Pour l'instant, il y en a pas, mais j'essaie d'imaginer un point de rupture, en fait. Est-ce que comment, en fait, tu peux te dire, avec un tel empire, et je vois pas comment ça peut s'effondrer, en fait. Il y a des plateformes qui vont tomber, mais je vois pas comment tout peut tomber, quoi. Enfin, ça me paraît... Oui, je pense que là où il faut qu'ils fassent très attention, c'est sur le gigantisme de leur production à eux. Je pense que c'est surtout ça. C'est parce que autant ils ont pas de problème pour récupérer l'argent. Là, c'est pas le souci. Et c'est le dépenser intelligemment qu'ils ont commencé depuis l'an dernier à essayer de faire en sorte que ça soit pas que leur argent soit pas dépensé trop connement, quoi. Tu te rends compte que ça faisait des années et des années qu'ils balançaient de l'argent par les fenêtres, et que maintenant il faut être un petit peu plus, faut faire un petit peu plus attention, quoi. Faut être un peu plus malin, ouais. Non, c'est vrai, je suis d'accord.
Mais à voir, je suis curieux de voir comment ça va évoluer. En tout cas, moi, c'était mon petit coup de gueule. Hein, voilà, c'était mon petit coup de gueule du week-end. Qui m'a pas gâché mon week-end, mais Non, mais je comprends. tu sens que c'est le début d'un truc. Quoi. Tu sens que c'est. Et Ou après, la faut fin de accepter. quelque chose. Peut-être que c'est la fin de quelque chose. Non, mais faut C'est la accepter. fin de l'innocence sur les plateformes de streaming, en tout cas. Les plateformes sont devenues adultes, je pense. C'est Voilà. Mais en fait, oui, voilà, on voit que c'est plus nos meilleurs potes. C'est-à-dire qu'à une époque, elle se mettait dans cette position-là, tu vois. En mode, hey, t'as vu, c'est trop cool ce que je produis et mon contenu, il est génial. Et puis en plus, c'est pas cher. Et c'est pas cher et tout, tu vois. Et puis en fait, maintenant, c'est quasiment tous les mêmes, à part le contenu, entre guillemets, tu vois, mais c'est un peu la même chose. Tu peux comparer ça aussi aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, on fait ça bien avant, en fait. Bien sûr. Les jeux vidéo, on fait ça bien avant. La guerre, entre guillemets, des consoles, c'est la même chose, en fait. Les jeux vidéo, d'une manière générale, sont jamais les derniers non. Pour tester les trucs un peu chez les pires, mec. C'est les pires. Ouais. C'est les pires. Et en fonction des éditeurs, mais putain, ça va très loin, des fois. Et les gamers, on dit qu'ils gueulent, mais ils sont très tolérants. Il y en a qui mettent la main au porte-monnaie très souvent, quand même. Donc, ouais. Oui, parce qu'en fait, tu peux vendre n'importe quoi à partir du moment où c'est un truc que les gens sont capables d'acheter. Exactement. Et oui, ça, c'est ça qui est fort. Regarde Fortnite, c'est con, mais à la base, un free-to-play, à l'époque, les gens disaient « What ? Un free-to-play marchera jamais » et tout. 7 ans plus tard, le truc, c'est n'importe quoi, en fait, ce truc-là. C'est beaucoup trop gros, quoi. Mais tu vois, là, je pense que en plus, on en est qu'au début avec les pubs sur les plateformes de streaming. Il y en a certaines qui sont un petit peu moins, on va dire, dans la quantité de pubs. Et je pense que ça va augmenter petit à petit. Ouais. Et c'est pourquoi ? Parce que ça permettra aux offres plus quali, entre guillemets, moyen haut de gamme, d'être encore plus chères et de continuer à drainer des abonnés, on va dire, moyen haut de gamme. Donc ils vont balancer encore plus de pubs. Tant que leur régie va réussir à choper des annonceurs, ça va balancer encore plus de pubs. Bien sûr. Et en plus de ça, faut pas oublier que Netflix et Prime Video sont très 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 fans des événements en direct. Et qu'est-ce qu'un événement en direct si ce n'est un endroit pour balancer énormément de pubs ? Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que les abonnements standards, donc bas de gamme, seront abreuvés de pubs sur ce genre d'événements. Ouais, c'est sûr. Et je pense qu'on ne touche que le début de toute cette monétisation supplémentaire des plateformes de streaming. Clairement, je suis entièrement d'accord, et c'est que le début, et j'ai pas hâte de voir la suite, mais c'est très logique que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus faire les innocents, ça reste des entreprises qui ont besoin de se faire du fric, qui ont besoin de répondre aux actionnaires, et donc de continuer à vivre et à produire du contenu et de faire du fric. Donc c'est très normal. On vit dans une société, rappelez-vous. Je crois qu'on vit dans une société. Je pense qu'on vit... Rappelez-vous. D'accord. On vit dans une société, voilà. C'est tout. Voilà. Laquelle, je ne sais pas, mais on vit dans une société. Et au-delà de ça, je vois ça dans le chat, c'est intéressant. Il y a Ten qui nous dit « Ouais, enfin, la pub dans le jeu vidéo, c'est pas pour demain, je pense. » Mais en fait, si. La pub dans le jeu vidéo, déjà, elle existe depuis très longtemps. Des exemples récents, là, il y a Kojima dans Death Stranding qui met des canettes de Monster à boire comme de la vie, en fait. C'est des HP, en fait. C'est des points de vie à boire. C'est fou quand il pense, en fait. C'est des canettes de Monster. Voilà, super bien designé, quoi, dans le jeu vidéo. Moi, ça me rend dingo. Et on dit OK. C'est bizarre, mais on dit OK. Et il y a eu plein d'autres jeux dans les années précédentes qui faisaient la même chose. Je reprends Fortnite. Toutes les collabs, c'est de la pub. C'est de la pub, en fait, c'est juste de la pub. C'est pas parce que c'est Goku ou l'attaque des Titans que c'est pas de la pub. Ça reste de la pub, en fait, pour d'autres produits. Voilà. Et puis, tous les jeux de sport et tout qui te mettent les vrais sponsors parce que ça fait vrai. Ça reste de la pub, hein. Ah oui, et, tout ça, c'est la donc, non, et puis, surtout, il y a un certain nombre d'éditeurs qui ont essayé aussi des implémentations un petit peu plus rudes de vraie publicité dans leur jeu. Alors ça, pour le coup, ça avait toujours fait des tollés, mais il me semble avoir vu, alors je sais plus si c'était Street Fighter ou je ne sais quel jeu de combat, qui avait testé justement des implémentations de publicité au début des combats, quoi. Ouais. Donc c'était, c'est un délire. Ça gueule,
mais jusqu'au moment où ça gueulera peut-être plus. Et je pense que la Oui, pub s'intégrera peut-être naturellement à un moment, quoi. oui, oui. Mais bon, tout ça pour dire que ouais, c'est un débat un peu compliqué parce qu'on en a besoin. Ils en ont besoin aussi pour vivre. Faut pas se mentir non plus, quoi. C'est normal. C'est comme si nous, voilà, là, on n'a pas de sponsor à part Kleenex pour toi, mais c'est un Merci à faux eux, sponsor. d'ailleurs. Merci, J'ai merci à défoncé Kleenex. 4 boîtes de mouchoirs cette semaine, franchement, sans eux, sans leur spécial package. Ah, le spécial, il est bien le spécial. Ah, Et tu vois, si on avait un sponsor là, on croise les doigts, ce serait très sympa d'avoir des sponsors. Bah, évidemment que c'est pas pour juste dire on a un sponsor, c'est parce que ça nous aide aussi à vivre. Voilà. Nous, on est très petits, Amazon, ça n'a rien à voir, c'est même pas comparable. Donc, il faut aussi mesurer la façon dont c'est fait. oui. Mais la pub restera toujours présente. C'est impossible que ça disparaisse, quoi. C'est. Tout ça, Oui. d'ailleurs, ça me donne envie de regarder Mad Men sur Prime Video. Non, mais tu vois, là tu as fait un petit lien avec nous, mais grosso modo, il y a pas 36 sujets, en fait, hein, pour soutenir des émissions comme les nôtres. Soit on fait des milliards et des milliards de vues, et on n'a pas besoin de votre soutien, parce que les pubs s'occupent très bien de nous. Soit on fait pas des milliards et des milliards de vues, Oui. ce qui est notre cas, et on s'en remet un petit peu au soutien de la communauté. Bien sûr. Et donc il n'y a pas 36 solutions, en fait, hein, pour soutenir des émissions comme les nôtres. Donc n'hésitez pas, évidemment, et la page Ko-fi sert à ça. Les Exactement. subs sur Twitch aident aussi. Les abonnements sur YouTube sont aussi là pour ça. Et aidez-moi à m'acheter une meilleure caméra, parce qu'apparemment dans le chat, Voilà. c'est tout ce que vous voulez. Et voilà, ça servira à ça. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, sur Ouais. sur le sujet de la semaine. Je pense aussi. qu'on va pouvoir enchaîner avec le radar de la semaine. Mais avant, on va se laisser rappeler, tu sais, balancer vos commentaires sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez vu des pubs sur vos plateformes préférées? Est-ce que vous avez choisi de payer plus cher pour ne pas en avoir? Ça nous intéresse d'avoir votre son de cloche, évidemment, sur ce sujet-là. N'hésite pas à mettre un sondage d'ailleurs sur Twitch là maintenant pour voir qui. Ouais, sauf que là, je peux pas, je vais faire mon radar. Fais-le après. Mais je le ferai après, ouais. Le radar des sorties cette semaine, je vous ai sélectionné 3 sorties cette semaine, dont une en salle, tu nous en as parlé dans ton point box-office, c'est Civil War, le 17 avril qui sort en salle. Alors, le pitch est vraiment très laconique, mais je pense que vous comprendrez ce que c'est. Une course effrénée à travers une Amérique fracturée, qui dans un futur proche est plus que jamais sur le fil du rasoir. Bon, voilà, ça c'est le pitch officiel. C'est un film d'Alex Garland avec Kirsten Dunst, Nick Offerman et Wagner Moura, sur des États-Unis qui sont en train de se précipiter dans la guerre civile, dans une guerre civile moderne, hein, pas la guerre civile américaine comme on la connaît au XVIIIe siècle. Au 19e siècle plutôt. En streaming, je vous ai sélectionné 2 sorties, dont celle de Killers of the Flower Moon sur Canal+, le 19 avril. C'était disponible avant sur Apple TV+. Le voilà donc sur... Apple TV+, aux États-Unis, parce que nous, on l'avait pas eu en Non, on l'a pas SVOD. eu en France. C'est sorti en salle chez nous. Et donc ça sort sur Canal+, le 19 avril. Je vous refais le pitch vite fait. Au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables. C'est un film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone. Dernière sélection pour cette semaine, toujours en streaming, c'est Rebel Moon partie 2 qui sort le 19 avril sur Netflix. La saga épique de Korra et des guerriers qui ont survécu se poursuit. Prêts à tout sacrifier, ils se battent aux côtés des courageux habitants de Velt, défendant un village autrefois paisible devenu la nouvelle patrie de ceux dont la terre natale a été envahie par le monde-mère. Je vous fais un pitch comme ça, là, mais j'ai même pas vu le premier, donc je suis paumé. C'est pas bien, le premier est pas bien, je regarderai même pas le deuxième, je crois. Allez, comme ça c'est fait. Alors, et c'est la fin du radar des sorties du coup, merci à tous. On fait les recos. Reco, tu vas commencer avec Fallout, Adrien.
Ouais, Fallout, bah, justement, on en a parlé beaucoup, en long, en large et en travers là, de Prime Video dans le gros sujet, mais Fallout, évidemment, c'est la grosse, grosse série de Prime Video de ce début d'année. Fallout tiré du jeu vidéo éponyme de Bethesda Studios, ça faisait plusieurs années que c'était en préparation, on savait pas trop quand est-ce que ça allait sortir, et là, ça y est, série chapeautée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui ne sont autres que les créateurs de Westworld, donc rien que ça donnait déjà envie sur le papier, avec Lisa Purnell dans le rôle titre, et Lisa Purnell qu'on avait vu dans Yellow Jackets, que j'avais conseillé en reco, si je me souviens bien, il y a quelques mois dans l'émission, saison 3 qui est d'ailleurs en préparation de Yellow Jackets, mais bon, il n'y a pas de tournage, il n'y a rien, donc il va falloir attendre un petit peu. Et Walton Goggins qui joue la Ghoul dans Fallout, Walton Goggins qu'on avait vu dans The Shield, qu'on avait vu aussi chez Tarantino dans Les 8 salopards avec un excellent rôle, avec notamment Samuel L. Jackson. Donc, casting de ouf. Derrière, on a une équipe créative super. Donc, on se dit, ça va être super. Et bah, c'est super. Voilà, c'est juste une très bonne série qui marche extrêmement bien, même si on n'a pas joué aux jeux vidéo. C'est-à-dire que vraiment, tu peux le montrer à n'importe qui. Il n'y a aucun souci. Les gens vont quand même kiffer. C'est un univers, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Fallout, très délirant, qui se passe en fait dans un monde appelé l'Atom Punk. En gros, c'est en 2071, il y a une guerre nucléaire aux États-Unis, il y a plein de bombes atomiques qui tombent sur les États-Unis et les gens vont se réfugier, ceux qui peuvent, vont se réfugier dans des bunkers d'une société appelée Voltec. Et dans ces bunkers, en fait, il y a des sociétés qui se recréent, qui continuent à avancer, qui continuent voilà, à vivre pendant des centaines et des centaines d'années. Et la série nous raconte en fait le début, vraiment l'explosion nucléaire aux États-Unis. Et 200 ans plus tard, une habitante d'un des abris, donc qui est jouée par Lisa Purnell, qui joue Lucy. Et Lucy va décider, je vais pas expliquer pourquoi parce que sinon ce serait spoilé, va décider de sortir de son abri dans lequel elle a vécu toute sa vie pour découvrir le monde extérieur. Sauf que le monde extérieur est complètement flingué et il y a eu des survivants à l'extérieur et aux États-Unis dans ce qu'on appelle les terres désolées. Et dans les terres désolées, on retrouve donc des personnages très bizarres, très loufoques, très drôles, notamment la Ghoul qui est un personnage super, qui est pas sans rappeler, je trouve, et tu sens la patte Lisa Joy et Jonathan Nolan, qui est pas sans rappeler le cowboy de Westworld, l'homme en noir, qui était joué par Ed Harris. Donc vraiment, c'est le cowboy très classe, avec ses éperons qui arrivent, on l'entend venir, qui flingue à tout va, qui est très charismatique, qui a des super phrases, des super punchlines. Et donc, elle va faire la rencontre de ce mec-là. Elle va aussi faire la rencontre d'un autre mec qui s'appelle Maximus. Maximus qui, lui, fait partie de la Confrérie de l'Acier. La Confrérie de l'Acier, en fait, c'est une sorte de milice géante dans Fallout qui utilise des armures de fer, vraiment des armures qui empêchent les radiations, qui empêchent voilà, les monstres qui peuplent les terres désolées de les attaquer. Et ce mec-là est un type qui va avoir ses propres motivations et qui va tomber sur Lucy à un moment. Et donc il y a une sorte de trio en fait qui va se former avec la Ghoul, Lucy et Maximus. Et tout se marie super bien parce qu'en fait, on passe des fois d'un moment très dramatique avec peut-être la mort d'un personnage à juste après un monstre totalement délirant en fait qui va essayer d'en avaler un autre avec des trucs over the top vraiment quand ça tire et que ça explose des membres, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des jambes qui partent et des têtes, donc c'est très n'importe quoi en fait, c'est too much quoi. Et avec une belle réalisation je trouve, enfin, c'est pas trop plan-plan, ça pourrait être bien mieux hein, au niveau réel, mais c'est franchement très très ok. Et surtout une production design du feu de Dieu, parce que vraiment, les décors sont à tomber. Franchement, les effets spéciaux sont quasiment jamais pris à défaut. Les costumes sont super et ça fait pas toc. Ça pourrait faire toc justement avec les habits et les combinaisons des habitants des abris ou même de l'extérieur, voilà, avec le côté un peu mutant, chelou. Pas du tout. Je trouve que ça fonctionne très bien, notamment la Power Armor, donc l'armure de la Confrérie de l'Acier. C'est sur 8 épisodes. Je vais arrêter de parler, j'en parle. C'est sur 8 épisodes. Ça me donne envie en tout cas. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé. Je m'attendais pas à kiffer autant, mais j'ai vraiment kiffé. Sur 8 épisodes, il y a des vibes, donc Westworld, il y a des vibes un peu Lost dans l'idée. Parce que Lost c'est la meilleure série du monde. Il y a des vibes, je sais pas, ça ressemble un peu dans l'idée à des trucs post-apo. The Last of Us évidemment, Walking Dead dans l'idée, voilà le truc un peu désertique. C'est Mad Max, évidemment aussi. Mad Max c'est une grosse référence, mais celle était aussi dans le jeu.
Donc c'est vraiment plein de références, un pot pourri de tout ça. Ça fonctionne très bien. C'est des épisodes d'1 heure en général, 8 épisodes. Et ça amène une saison 2. C'est clairement une saison 2 qui débarquera. Et ça a l'air d'être un beau succès. Donc foncez sur Prime Video, même avec la pub. Forcez-vous si vous ne voulez pas payer. Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le détour. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'œil. Ah, voilà. bah ça fait plaisir. Bon, évidemment, c'est une série que j'avais très envie de regarder. Mais vu que je n'avais plus Dieu, je n'ai pas pu. Ouais, j'ai très très hâte de regarder ça. Et honnêtement, j'étais assez surpris de voir les réactions dans le chat pendant que t'en parlais. C'est beaucoup de gens qui n'ont pas forcément joué au jeu et qui disent avoir tout compris, avoir super bien suivi, et que c'est une série qui est très accessible malgré tout aux noobs en fait. Au noob, au néophyte, non, mais bien sûr, en fait, ça s'inspire évidemment de tout le lore de Fallout. Quand on le connaît, c'est super, parce que c'est très rigolo de retrouver des trucs, genre le New Coca-Cola, qui est le Coca-Cola de l'univers de Fallout. Plein de petits détails comme ça, notamment même dans la réalisation. Il y a un épisode, et je trouve qu'ils en abusent pas, mais qui utilise du ralenti pour des gunfights. Ce qui est cool, c'est que ça rappelle Fallout 3 et le côté VATS, Special, etc. En fait, c'est des trucs où tu pouvais ralentir le temps pour tirer précisément sur des ennemis dans le jeu vidéo. Là, tu sens que c'est appuyé en mode regarder, c'est comme dans le jeu vidéo. Ils le font une fois et ça suffit. C'est tout, c'est très bien. Le faites pas plus, on a bien compris que c'était une référence au jeu. Donc voilà, c'est trop cool. Et vraiment, tu peux le regarder avec n'importe qui et tout le monde comprendra. Ma question, parce que je t'ai posé cette question tout à l'heure quand on s'est parlé pour préparer l'émission. Est-ce que c'est pas trop gore? Parce que tu dis, ça peut plaire à tout le monde. Est-ce que, parce que souvent, t'as des gens, tu sais, qui sont un peu... j'ai l'impression que c'est un univers un peu violent quand même. Ouais, oui, c'est un univers très violent, mais qui est pas si gore. Tu vois, est-ce que toi, The Boys, c'est très gore pour toi? Ouais, un peu trop parfois. Ah, ok. C'est moins gore, je trouve, quand même, que The Boys ou Gen V. Mais oui, ça l'est un peu. Mais Walking Dead l'est aussi, tu vois, dans l'idée. Oui, de fou, bien sûr. Mais en fait, je trouve que c'est complètement... Alors déjà, c'est complètement assumé, ce côté gore. C'est un peu too much fait exprès, non? Bah oui, en fait, c'est ça. Donc c'est pas grave, en fait, tant mieux. Et je trouve que ça marche très bien parce que c'est contrebalancé par le côté complètement loufoque et débile de ce qui se passe autour d'eux. Je dis pas que c'est complètement con, hein, ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est juste qu'il y a un côté tellement over the top et tellement too much en fait dans cet univers que bon, en fait, ça passe. On y croit. Tu vois, et c'est ok. Et oui, c'est un peu gore, mais bon. Ok, bah très bien. Très bien, très bien. Et je précise que The Boys, je trouve que c'est plutôt à partir de la saison 3 où je trouve qu'ils sont un peu trop too much. C'est où ils commencent à me perdre. C'est pas parce que c'est gore, c'est juste que t'as des moments où c'est juste fait pour... Oui. Pour choquer, quoi. Pour choquer, oui. Très bien. Bah, écoute, Fallout, c'est complètement sur ma liste. C'était sur ma liste au début de l'année, mais ça l'est toujours et encore plus désormais après s'être reco. Et j'ai fait une petite vidéo jeudi sur YouTube que vous pouvez regarder avec, si vous avez aimé Fallout, 10 séries et 10 films que vous adorez aussi. Je pense que j'ai fait une liste plutôt ok avec des séries qui sont pas forcément connues, genre Jericho, pour ceux qui s'en souviennent peut-être dans le chat ou ceux qui nous écoutent, qui était une excellente série. Et un film aussi, Miracle Mine, qui est un film qui se passe avant une attaque nucléaire. Et spoil pas ta vidéo, enfin. Non mais voilà, c'est pour donner envie. Voilà, donc il n'y a pas que des grands films connus. En tout cas, la série t'inspire et tu as décidé de nous en parler sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et toi, est-ce que tu as une reco? Ouais, moi c'est vraiment la reco pour... juste histoire de dire que j'ai regardé quelque chose cette semaine, quoi. Donc, comme je vous le disais, sur une de ces fameuses nuits malades où je n'arrivais pas à dormir, où je ne pouvais pas dormir, je me suis dit, écoute, mets-toi devant Stargate. Alors, j'ai pas regardé Stargate SG1 puisque c'était pile trop tôt avant que la série soit disponible sur Prime Video, mais j'ai découvert que le film de Roland Emmerich était disponible sur Prime Video, justement. Et en fait... Tu l'avais déjà vu? Je l'avais déjà vu, bien sûr. Je l'avais déjà vu, et je me suis dit, bah écoute, avant de te lancer dans le rewatch de Stargate SG1, tu vas te regarder Stargate, La Porte des Étoiles, donc, sorti en 1994, film de Roland Emmerich avec Kurt Russell et James Spader, dans le rôle de Daniel Jackson, et Kurt Russell en Jack O'Neill, le colonel O'Neill. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout Stargate, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une découverte qui est faite en Égypte, une espèce de grand anneau d'un métal inconnu qui est transféré aux États-Unis pour être étudié, et un linguiste qui est Daniel Jackson
qui découvre, comme par hasard, ce que ça veut dire, tout ce qui est écrit au-dessus. T'as l'impression que le mec, c'est Google Trad. Vraiment. Le mec, il arrive, il fait « Ah, vous êtes en train de travailler là-dessus depuis 4 ans ? Ah ouais, non, mais vous inquiétez pas, j'ai déjà tout capté. » Et en fait, il découvre que c'est une porte vers les étoiles. Alors au début, ils se rendent compte que... Enfin, ils n'ont pas capté que ça mène ailleurs qu'à une autre, sur une autre planète. Hein. Ouais. Puis ça, on le découvrira dans SG1, justement. Mais spoil pas trop, parce que j'ai très peu de souvenirs de Stargate, le film. Ok. Ouais, j'ai le souvenir de l'intro, je me rappelle très bien dans le désert, machin, ils vont trouver la porte. Cette intro, elle est super. Ouais. Cette intro, elle est géniale, et je m'en souvenais pas. Et je me disais, quand je l'ai revu, je me suis dit, mais attends, mais c'est Indiana Jones, quoi. Ouais, et tu vois, c'est un peu le seul truc qui me reste. Donc en fait, j'ai pas trop envie de me spoiler. Non, mais je vais pas trop en dire. Je vais pas trop en dire. J'ai juste revu le film avec grand plaisir. Le film dure 2 heures. Et parfois, en fait, tu te rends compte que... Alors déjà, c'est vraiment filmé dans le désert. Bon, je vais pas te dire que c'est du Laurence d'Arabie-like, hein, mais il y a quand même une envie de la part de Roland Emmerich de faire un truc vraiment épique, de faire un truc un peu sympa. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que autant visuellement, il y a toutes les clés de l'univers de Stargate qui va être développé dans SG1 plus tard, et autant sur toute la nomenclature et tout, c'est vraiment SG1 qui crée tout ça. Genre le mot Goa'uld n'est pas prononcé une seule fois dans le film. Ah ouais ? Ok. Pas une seule fois. Et ils ont créé un lore tout de suite différent. Complètement. Ok, c'est complètement. Et donc vraiment, alors c'est pas un grand film. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est un film qui se regarde quand même tranquillement, 30 ans plus tard quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Donc non, vraiment, j'ai passé un moment fiévreux devant ce film. Hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est pour ça que t'as kiffé. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Ok. Non, mais ça me donne envie. Et puis avec James Spader en geekos un petit peu de hiéroglyphes. Et James Spader, grand acteur, hein, en France on connaît très peu, hein, mais grand mec. Hein, qui... Et alors, c'est vrai que... Après, il jouait dans Blacklist pendant des années, Bien sûr. La série. Mais tu vois, c'est un truc que je trouve dommage avec la carrière de James Spader, c'est qu'il s'est un petit peu enfermé dans Blacklist. Ah, de ouf. Pendant trop longtemps. Et on l'a pas assez vu. Ouais. À un certain stade de sa carrière, et ça, j'ai trouvé ça dommage. Alors que dans The Office, il est quand même incroyable. Ah oui, bien sûr. Robert California dans The Office, c'est quand même bien sûr. Perso. Et puis, juste, pour rappeler quand même la bande originale de Stargate, le générique ne serait pas là sans le film original, et donc la bande originale de David Arnold, qui est un grand plaisir. Et le générique en fait de la série, c'est le générique du film. Donc vraiment voilà, un petit plaisir. Et ensuite j'ai re-regardé le premier épisode de SG1 et parce qu'à ce moment-là il était 3h du mat. Et voilà, et les feels nostalgiques sont bien présents. J'avais quand même oublié plein de choses. Ça a vieilli. Ouais, okay. Ça a vieilli, notamment le côté un peu donjon sexuel chelou des Goa'uld. Ça, j'avais plus du tout ça en tête pour le coup. Ok. Mais voilà. Bon, est-ce que tu fais 7 jours pour agir? On se refait tout. Ah non, mais moi je vais continuer Stargate SG1. Moi là, ça y est, je suis parti. Ah là, non, Matt Fallout, s'il te plaît. Matt Fallout avant. Ouais, non, je regardais Fallout évidemment. Est-ce que ta prochaine reco, on la garderait pas pour la semaine prochaine? On la garde pour la semaine prochaine, ouais. On va la garder pour la semaine prochaine. C'est parti, parce que c'est vrai qu'on a déjà pas mal blablaté, mine de rien, dans cette émission. Après, le caméléon et Sentinelle, bien entendu, il est le seul, il est l'unique. Ouais, voilà. Ouais, je sais plus ce que c'est. Un jour, il faudra vraiment qu'on fasse une émission full nostalgie. Ce serait cool. Hein. Ouais. Non, mais je suis sûr que notre public, il a regardé exactement la même chose que nous, en fait. Bien sûr. Écoutez, c'est la fin de cet épisode 43 de Pop News. Est-ce que cet épisode vous a plu? Dites-le nous dans les commentaires, là où ils sont disponibles. Laissez un petit like si vous êtes toujours là. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours évidemment très plaisir. Tout ça, c'est gratuit. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux où nous sommes disponibles. Balancez les petites étoiles sur les plateformes de podcast. Et puis, venez nous écouter en direct sur twitch.tv/p0pnews à 20h30 tous les lundis. Et puis, Discord et Ko-fi. Voilà, tous les liens sont dans la description. Merci à tous de nous avoir écoutés. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. J'espère qu'on n'aura pas un nouveau sponsor de santé la semaine prochaine. Mais voilà, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut à tous.